Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, cette nouvelle vidéo. En réalité, aujourd'hui, nous allons parler d'un gros cliché. Nous allons vraiment attaquer un des plus gros clichés concernant le surdoué, le zèbre. Donc, en réalité, la plupart des gens pensent que le surdoué ne peut pas se tromper, que c'est pas quelqu'un qui va chercher, que c'est pas quelqu'un qui va tâtonner, etc. Ça, c'est une très grosse erreur et une très grossière erreur. Tous les êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur composition, quelle que soit leur façon de faire, de fonctionner, font des erreurs, et donc le surdoué aussi. Ça peut être des erreurs au niveau relationnel, ça peut être des erreurs au niveau professionnel, ça peut être des erreurs à l'école, etc., dans les apprentissages, et même c'est très nécessaire. Donc c'est-à-dire que le surdoué, il va apprendre beaucoup plus vite de ses erreurs, il va les analyser beaucoup plus vite parce que c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et c'est le fait de se poser des questions qui va faire aussi qu'on va débloquer une certaine situation, que oui, effectivement, il va réfléchir plus, il va tenter plus et il va y réfléchir d'abord intérieurement. Donc ça, j'avais déjà expliqué que, en fait, quand on est surdoué, la différence avec un enfant qui se trompe et un enfant qui se trompe en étant surdoué, c'est que l'enfant qui se trompe lambda, il va refaire d'autres erreurs, mais physiques, beaucoup plus. Donc c'est-à-dire qu'il va remettre sur scène certaines choses en se disant ah et si j'essaye comme ça, etc. Que le surdoué, lui, il va s'interrompre, il va s'arrêter, il va regarder, analyser la situation et puis paf, il va se dire tiens et si j'essaye ça et ça et ça. Ah non, ça ne devrait pas fonctionner. Théoriquement, ça peut pas. Et puis et finalement, il va trouver un truc qui s'assemble au niveau intellectuel justement et puis il va le mettre en place dans le monde réel. Et donc du coup, quand on compare les deux enfants, on va se dire, ben, la personne lambda qui se trompe, c'est quelqu'un qui essaye plus, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup plus, que le surdoué qui, lui, ne fait rien. En fait, le surdoué, il fait autrement. Donc il y a bien un mécanisme quand même qui est en place, et c'est vrai que c'est beaucoup plus il est beaucoup plus dans une représentation mentale du monde que dans une représentation physique. Et c'est bien pour ça que souvent les surdoués parfois ont du mal à considérer leur corps, ont du mal aussi à se mouvoir, on les dit parfois un petit peu gauche physiquement, parce que, bah oui, c'est vrai que physiquement, ils se mobilisent moins, donc ils font moins d'efforts à ce niveau-là. Donc quelque part aussi, ils gardent leurs énergies physiques. Donc ça veut dire aussi que cette énergie-là, elle est disponible pour autre chose après. Et c'est peut-être ça qui fait la différence entre une personne lambda, c'est une hypothèse en tout cas, que effectivement un enfant lambda, lui, il va avoir dépensé une certaine énergie par le fait qu'il a mis en place des choses physiques. Le surdoué, lui, il a encore cette énergie-là. Il a plus d'énergie puisqu'il l'a fait qu'au niveau intellectuel. Alors, je dis pas qu'intellectuellement, il n'a pas dépensé d'énergie aussi. Mais je pense que du coup, il a peut-être plus d'énergie à extrapoler, qu'il a peut-être plus d'énergie disponible, ce qui lui permet peut-être d'aller un peu plus loin. En tout cas, le fonctionnement est différent et il va faire des connexions au niveau neurologique beaucoup plus fortes, puisque lui, il est plus dans quelque chose du j'imagine. Je vais imaginer quelque chose. Et je pense que justement, peut-être que on peut changer le monde en imaginant. Est-ce que c'est en faisant les choses qu'on change le monde ou en imaginant? Je pense que d'abord, il faut imaginer, ensuite, il faut faire. Et c'est vrai que parfois, le surdoué reste bloqué à une étape où il ne fait qu'imaginer, rêver, etc. Et puis, il procrastine en se disant, non, c'est pas possible. Si je fais, on va me critiquer. Il y a la peur du jugement de l'autre qui peut-être vient d'une blessure, enfin sûrement. Et donc, du coup, il y a un manque d'action. Et donc, il faut vraiment associer l'action, mais l'action utile, parce que le surdoué, quand il fait une action, elle est utile. Il sait ce qu'il veut faire quand il le fait, généralement. Une personne lambda, elle va faire des trucs en se disant, on va voir si ça fonctionne. Et c'est moins analysé, en tout cas. Généralement, le surdoué, quand il se lance, il se dit aussi parfois, hein, on va voir si ça fonctionne. Mais généralement, il a quand même déjà imaginé que c'était potentiellement une possibilité en tout cas, que ça pouvait fonctionner. Donc si vous voulez, la différence, c'est qu'au préalable, il a analysé les choses. Au préalable, il s'est dit, ça, si je fais ça, 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 en toute logique, ça fonctionne, parce que logiquement, je viens de faire la déduction du truc. Qu'une personne lambda va être dans le faire, donc on aura peut-être plus l'impression que c'est un enfant qui va être un enfant, un adulte, un adolescent, peu importe l'âge. De toute façon, on le reste quand on est lambda et on reste aussi quand on est zèbre, on meurt zèbre aussi, et on grandit zèbre, on vit zèbre. Donc du coup, la différence entre ces deux personnes-là, c'est vraiment un fonctionnement différent, mais lié aussi à une gestion différente de l'énergie physique, à l'action qui est différente, donc gestion différente de l'action. Qu'est-ce que je vais mettre en action dans ce monde-là? Et certainement que ça peut être aussi lié un petit peu à l'éducation. Quelqu'un qui a une éducation où on le pousse à l'action, ben forcément va être moins dans l'analyse, très certainement que quelqu'un à qui on dit attends, fais attention, regarde, analyse les choses après fait, éventuellement fait, peut-être ne fait pas d'ailleurs, ben, ça peut aussi impacter. Donc évidemment, il y a le côté, enfin on est de toute façon surdoué de naissance, hein, parce que les enfants, on voit déjà une grosse différence à la base, mais il y a aussi ce qu'on met en place au niveau
éducationnel. Je pense que l'éducation pour la meilleure éducation pour un surdoué, ce serait de lui dire, attends, analyse les choses, tu feras après. Parce qu'alors ça lui permet de se poser plutôt que d'être dans l'action hyperactif peut-être, justement. Donc, c'est-à-dire que la notion d'hyperactivité chez le surdoué, elle est logique dans la mesure où peut-être quand il voit les autres faire, il se dit mince, moi je suis en train de rien faire, on peut lui reprocher. Et donc aussi, ça peut impacter chez lui le fait d'être actif tout le temps. Parce qu'il va mettre toutes ses idées en pratique. Mais toutes ces idées, ça fait beaucoup. Et donc ça fait beaucoup de dépenses d'énergie physique dans ce cas-là. Et donc ça, là, on peut peut-être lui dire, mais tu es hyperactif, il y a un souci. Parfois, ça va être, enfin souvent même, ça va être médicalisé. Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt lui apprendre à calmer ses idées, à s'asseoir, à regarder les choses de l'extérieur pour vraiment commencer à se dire, ouais, je peux faire ça, 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 de manière à faire des actions, mais des actions efficaces, pas n'importe quelle action. Parce que c'est vrai que le surdoué est capable de faire énormément d'actions. Mais est-ce que c'est intéressant de faire énormément d'actions si ça n'a pas d'efficacité après? Ça, c'est la question qui reste posée. Je pense que non, que c'est pas intéressant, que justement c'est à ce moment-là que l'angoisse aussi peut prendre le dessus parce qu'il se voit faire des trucs et il se dit j'échoue, j'échoue, j'échoue. Bah tu vois bien alors je suis pas surdoué, tu vois bien alors que je suis pas intelligent, tu vois bien alors que je suis pas en tout cas efficace. Et donc là, ça peut créer justement le problème de le manque de confiance en soi, l'image de soi qui n'est pas bonne, qui est à revaloriser justement, parce que la plupart des surdoués, quand ils font comme les autres, bah, ils se sentent pas du tout performants la plupart du temps, justement parce qu'il n'y a peut-être pas eu suffisamment d'analyse, pas eu le temps du je m'autorise à faire semblant, parce que c'est plus faire ça. Faire semblant, en tout cas de l'extérieur, on a l'impression que je ne fais rien, donc je m'autorise à faire semblant de ne rien faire. En fait, je suis en train de réfléchir, c'est mon fonctionnement comme ça, je l'accepte. Autrement dit, peut-être, j'accepte entre guillemets, de procrastiner, même si je ne procrastine pas dans ce cas-là, puisque je suis en train de créer des trucs, mais au niveau interne. Je les laisse macérer, et si j'accepte de faire ça, alors l'action que je vais faire va être une action efficace, je serai beaucoup moins épuisée, je ne vais pas courir dans tous les sens, et au contraire, je vais faire des trucs, mais intelligents chaque fois. Et donc, du coup, bah forcément que je vais me sentir plus malin, parce que ça va commencer à fonctionner. Donc, je ne sais pas si vous voyez comment on peut faire pour aider quelqu'un qui est zèbre, surdoué, qui a besoin d'action, mais en même temps pour lui expliquer qu'une action efficace est quand même meilleure et que donc peut-être il faut aussi savoir prendre du recul, se poser et ne pas se tracasser de ne rien faire. Parce que c'est de ça que le surdoué a peur, c'est d'être vu comme un impoli parce qu'il ne fait rien, quelqu'un qui usurpe, un usurpateur, enfin, quelqu'un qui n'est pas à sa place, etc. Parce qu'il fait différemment. Donc généralement, le surdoué, quand il voit toute la classe qui fait un truc, il se dit, il faut que je fasse comme ça, et ça peut créer potentiellement une perte en fait de son fonctionnement, en tout cas un non-respect de son fonctionnement interne, de la manière dont il fait les choses, et ce non-respect-là, plutôt que de s'écouter, eh bien, va faire qu'on se perd, on est hyperactif, ça n'est pas efficace, ça n'est pas valorisant, du coup on se dégrade et du coup on a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Et puis finalement ça va vers la procrastination, un épuisement éventuel aussi, un ras-le-bol, une dépression potentielle parce qu'on a l'impression d'être tellement nul qu'il n'y a plus de solution. Et tout ça, c'est à comprendre parce que si vous faites les choses différemment, essayez, si vous pensez être surdoué et que vous avez l'impression de procrastiner justement, d'être dans l'hyperactivité et de ne pas savoir gérer tout ça, eh bien en fait, peut-être que ce qu'il vous faut, c'est autre chose que ce qu'on vous a appris toujours ou ce que vous avez voulu répéter juste par mimétisme, hein, parce que vous copiez le comportement des voisins et comme ils font tous la même chose plus ou moins, vous n'allez pas vous dire, bah, tiens, moi je vais faire autrement. C'est pas logique, il faut déjà être très fort au niveau de l'image de soi, de la confiance en soi, peut-être avoir éventuellement été détecté très tôt et avoir des gens qui vous ont accompagné pour pouvoir se dire, ok, j'accepte d'être inactif, j'accepte que mon fonctionnement, c'est pas celui-là. À l'âge adulte, c'est peut-être plus facile de se dire ça quand on a compris le fonctionnement parce qu'alors ça devient, on a un sens là-dessus et ça devient potentiellement efficace. En tout cas, on peut au moins tenter l'expérience pour voir si pour nous, c'est bien, c'est meilleur, ça fait avancer ou pas. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce podcast vous aura aidé à vraiment décoincer la situation. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!